table. Une émission proposée par Hype FM. Dans quelques semaines, la capitale de la France aura à sa tête un nouveau maire, ou plutôt une nouvelle maire, même si le féminin prête à confusion. En effet, quoi qu'il arrive, c'est bien une femme qui l'emportera le 30 mars prochain et deviendra maire de Paris, puisque les deux favoris de ce scrutin sont Anne Hidalgo, la candidate de la majorité, et Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate de l'UMP UDI Modem. Pour accompagner cette élection, Hype FM a voulu interroger les principaux candidats sur les questions qui préoccupent plus particulièrement ses auditeurs. Et dans ce cadre, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Anne Hidalgo. Bonjour. Bonjour à vous. Aujourd'hui, première adjointe du maire sortant Bertrand Delanoë. Au cours de cette émission, vous serez également interrogé par Valentin Caprielian. Bonjour. Bonjour. Et je rappelle à nos auditeurs que l'antenne leur est ouverte dès maintenant. Ils peuvent aussi poser leurs questions à Anne Hidalgo en appelant le 01 43 53 20 74. Alors, Anne Hidalgo, je le disais en préambule, quoi qu'il arrive, une femme sera maire de Paris dans quelques jours. Et à une semaine de la Journée internationale de la femme, quel regard vous portez sur cette victoire féminine annoncée, quelle qu'elle soit ? D'abord, ça veut dire que les choses progressent quand même en matière de parité, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'il y aura une femme élue sur une collectivité dans un combat démocratique de cette ampleur-là. On a eu des femmes, premiers ministres, ministres, mais il s'agit de nomination. Là, c'est une élection. Ça veut dire que Paris est quand même une ville extrêmement progressiste et ouverte dans laquelle c'est possible. Et moi, je m'en réjouis parce que je suis une féministe. Ça fait très longtemps que je me bats pour l'égalité et la parité. Et ça, c'est une bonne chose. Ensuite, au-delà du fait qu'il y aura une femme maire, il y a des femmes progressistes, c'est mon cas, il y a des femmes conservatrices. Donc les électeurs ont le choix entre deux approches, deux projets, deux types d'équipes et deux visions de la ville de Paris pour demain. Donc on reste quand même avec des projets politiques de nature très différente, mais c'est vrai que ça sera une belle avancée. Bien sûr, être femme ne suffit pas, vous êtes avant tout évidemment demain l'une ou l'autre maire de Paris, donc avec un combat politique à mener avant tout, qui peut concerner les femmes, mais surtout l'ensemble de la population. Alors, je le disais, vous êtes depuis 2001 première adjointe au maire de Paris, en charge de l'égalité homme-femme, vous l'avez rappelé, c'est un combat que vous menez depuis des années. C'est une ville dont vous connaissez donc les points forts et les points faibles, et vous avez élaboré votre programme en conséquence, on l'imagine. Nous allons donc en discuter pour certains de ces points, les points principaux. Alors, pour vous, la priorité des priorités, j'ai envie de dire, c'est le logement. Oui. C'est effectivement une grande cause nationale. On a célébré cette année les 60 ans de l'appel de l'abbé Pierre en faveur des sans-abri. 60 ans après, on estime à 3,5 millions le nombre de personnes non ou très mal logées en France. Évidemment, elles ne sont pas toutes à Paris. Mais justement, beaucoup de familles modestes doivent quitter Paris, étant donné les coûts, le prix du logement. Qu'est-ce que vous proposez pour éviter cet exil, on a envie de dire, ou les faire revenir, ou aider ceux qui ont du mal à accéder au logement ? D'abord, je pense qu'une mairie, et a fortiori la mairie de Paris, a un rôle très important. Depuis 2001, avec Bertrand Delanoë, on a produit du logement social pour rattraper un retard. Et nous sommes aujourd'hui à 20,4% de logements sociaux dans Paris. On était à 13% en 2001. Et donc, ça a permis de maintenir des populations modestes, des gens qui travaillent, des gens qui vivent de leur boulot. Le logement social, c'est pour les infirmières, pour les policiers, pour des gens qui travaillent dans le commerce, etc., etc. On a permis de maintenir environ 200 000 personnes par cette politique-là. Moi, je veux l'amplifier, donc aller au-delà, aller à 30% de logements sociaux à horizon de 2030. Mais je sais que je ne réglerai pas le problème uniquement en actionnant sur les logements sociaux. Donc, je suis allée chercher aussi le secteur privé. Je leur ai proposé de travailler ensemble pour, par exemple, mobiliser une offre de logement qui aujourd'hui n'est pas sur le marché parce que ce sont des logements vacants que des propriétaires hésitent à louer. J'ai par exemple proposé la création d'une agence immobilière publique-privée
pour aller chercher ces logements auprès des propriétaires privés, en les rassurant, en les sécurisant et en proposant que ce soit à des tarifs abordables pour les classes moyennes. D'accord, donc intégrer le privé dans le domaine, enfin dans le public, sans que ça devienne vraiment privatisant, que ce soit nationalisé, enfin. Voilà, tout à fait. Racheté par la ville de Paris. Mon approche n'est pas une approche ni de rachat de ces, parce qu'il y avait eu dans le passé ce qu'on appelait le parc privé de la ville de Paris. Je ne veux pas rentrer dans ce type de démarche. En revanche, je sais que c'est avec le secteur privé. J'en ai beaucoup parlé avec eux et ils sont partants pour cette démarche parce qu'ils voient bien que dans notre ville, mais au-delà, parce que ça concerne le Grand Paris et l'agglomération, si on ne résout pas la crise du logement, d'abord, les gens sont dans des difficultés énormes, mais surtout, ça pèse aussi sur l'économie parisienne et sur l'économie francilienne. C'est un élément très très lourd d'impact sur le plan économique au niveau de notre métropole, cette question de la crise du logement. Donc, il faut qu'on s'y mette tous. S'y mettre tous, c'est nous, les collectivités, l'État, nous devons jouer notre rôle. Le secteur privé doit accompagner et apporter aussi des solutions. Moi, je leur ai dit, je suis tout à fait partante pour les aider, y compris en modifiant un certain nombre de règles d'urbanisme qui ne sont pas propices à la construction. Mais il faut aussi que ça se passe à une autre échelle, et notamment l'échelle du Grand Paris. C'est pour ça que je me suis battue avec beaucoup de mes collègues, et je pense au maire d'Alfortville, puisque nous sommes à Alfortville, à Maison-Alfort, pardon. Alfortville, pardon. Désolé, qui a aussi beaucoup œuvré en ce sens. Donc pour qu'effectivement on puisse faire naître cette nouvelle échelle, cette nouvelle institution, pour pouvoir notamment résoudre cette crise du logement. Oui, donc on sort de l'appel à la réquisition des logements vides pour proposer une vraie méthode. C'est ça l'idée, parce que on a envie de dire oui, mais bon, c'est facile dire il y a des logements vacants dans le privé, il faut que l'incitation, elle repose sur quoi? La garantie, puisque ces propriétaires privés en général sont frileux à l'idée de louer leur logement à ces familles justement dont on parle, des familles à des revenus plus modestes que d'autres. Oui, mais vous savez, on a par exemple un dispositif qui existe déjà à Paris qui s'appelle Louer solidaire, qui mobilise des propriétaires privés avec des garanties de la ville pour des personnes qui sont en situation de précarité. Ça marche assez bien. On a 1000 logements qui sont aujourd'hui gérés de cette façon-là. Moi, je veux une autre démarche, une démarche qui concerne cette fois-ci les classes moyennes et les jeunes actifs, ceux qui n'ont pas à aller dans le logement social, qui ont des revenus un peu supérieurs à ceux du logement social. Et pour eux, je veux qu'on ait une démarche de même nature, mais spécifique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a dans le parc privé vacant beaucoup de logements qui pourraient être loués à ces personnes-là. Vous savez, le logement social à Paris, en gros, le mètre carré, c'est à la location, c'est entre 6 et 12 euros le mètre carré. Là, on est dans le logement social. Ensuite, il y a un vide total sur le marché. On ne trouve absolument pas de logement avant 30 euros le mètre carré. Donc, il faut qu'on arrive, pour une population de classe moyenne et de jeunes actifs, à proposer une offre qui se situe autour de 20 euros le mètre carré. Je considère que ce n'est pas à l'État ou à la collectivité publique de financer cela. En revanche, créer des conditions qui soient favorables pour sécuriser des propriétaires en leur offrant des garanties et en ayant en contrepartie un niveau de loyer qui permette à ces gens qui sont des classes moyennes. Là, pour le coup, on n'est plus sur les plus défavorisés ou les plus sur des actifs. On est sur des actifs, deux salaires qui gagnent bien leur vie, deux jeunes qui démarrent dans la vie dans des métiers qui sont des métiers de cadre moyen, n'arrivent pas aujourd'hui à se loger. Ou alors ils sont obligés d'y mettre quasiment la moitié des revenus du ménage, ce qui est quand même excessif. Et ce n'est pas acceptable parce que notre région et notre ville ne pourra pas se satisfaire du fait que certains soient obligés d'aller habiter très très loin. Donc il faut bien sûr avoir conscience du problème, ce que tout le monde a, je crois, aujourd'hui, mais aussi trouver les bonnes solutions et que chacun agisse à l'endroit où il doit agir. Nous, sur le logement social, sur la mobilisation aussi du secteur privé, mais pas uniquement par la contrainte.
La contrainte, elle est importante. Le fait qu'il y ait une régulation des loyers à Paris, c'est une très bonne chose. Moi, j'y suis très favorable. Mais il faut aussi des mesures incitatives. Alors là, on parle du parc locatif existant, des logements qui existent. Est-ce qu'il y a aussi une politique de construction ? Est-ce qu'on peut encore construire à Paris ? Oui, mais bien sûr, Paris est une ville très dense. C'est la ville la plus dense d'Europe. On est sur donc 2 300 000 habitants dans 105 km². Donc vous voyez, c'est quand même... Et le modèle haussmannien qui a été celui de Paris a favorisé cette densité. Il a du bon, du moins bon, parce qu'il est très consommateur en sol. Donc il reste plus beaucoup de sol. Il reste un certain nombre d'emprises ferroviaires, par exemple. On en a une pas très loin d'ici, Bercy-Charenton, qui est un quartier à cheval sur Paris et sur le Val-de-Marne, où on va pouvoir projeter de nouveaux immeubles, de nouveaux bâtiments, un nouveau quartier à part entière. Donc les possibilités de construction existent sur toute cette couronne qui est dans Paris, oui, mais qui est en couture avec nos communes, les communes de limitrophes, et sur lesquelles on peut ensemble construire de nouveaux quartiers. Moi, ce que j'ai essayé de faire, parce que depuis 2008, je suis aussi en charge de l'urbanisme et de l'architecture, c'est de travailler avec chacun des maires de ces communes, quelle que soit la couleur politique, travailler avec eux pour dessiner ensemble ces futurs quartiers, y compris faire travailler les conseils de quartier de nos arrondissements et des villes limitrophes pour décider ensemble de l'évolution de ces quartiers. Donc il y a encore un peu de possibilités de construction. Moi, j'évalue pour le logement social, la part de logement social en construction neuve, surtout cet arc que j'appelle l'arc de l'innovation, à environ 1500 logements par an. Par an. Et puis, il y aura aussi, bien sûr, des immeubles qui bougent, qui sont démolis, qui se reconstruisent. Est-ce qu'on peut monter en niveau aussi à Paris ? Alors ça, je l'ai souhaité, pas partout, parce que bien sûr, on va pas dans le cœur historique de Paris. Il y a un plan local d'urbanisme, un plan de protection des quartiers historiques comme celui du Marais qui m'importe beaucoup, parce que la beauté de Paris, c'est aussi de préserver ce qu'on nous a légué en héritage. Son patrimoine architectural, de pas défigurer la capitale. Absolument. Et donc, pour nous, il n'a jamais été question de monter dans le cœur de Paris. En revanche, de se donner des libertés sur ces territoires qui sont des territoires limitrophes, qui sont des territoires aujourd'hui au cœur de la métropole. Et donc, j'ai porté, ça a été un combat, politique assez dur. Mais en même temps, j'ai pu constater, par exemple, pas très loin d'ici, aussi dans le 13e arrondissement, à la limite de Ivry et de Paris, sur ce qu'on appelle, nous, la ZAC Paris-Rive-Gauche, j'ai pu constater dans la discussion avec les habitants, au début, ils étaient très, très hostiles à l'idée de hauteur, parce qu'ils étaient un peu traumatisés par des quartiers comme les Olympiades ou le Front de Seine à Paris. Et puis, en discutant avec eux, ce sont eux qui, aujourd'hui, pour beaucoup, dans les conseils de quartier, nous ont accompagnés sur des projets d'immeubles de 50 mètres, c'est-à-dire 15 étages pour du logement social et en accession à la propriété. On va avoir des très, très beaux immeubles qui vont sortir de terre prochainement. Et puis, au-delà de 50 mètres, donc des IGH, des immeubles de grande hauteur, pour des hôtels, bureaux, ou pour des équipements, par exemple le tribunal de grande instance de Paris, qui sera dans le 17e arrondissement à Clichy-Batignolles, qui lui va être une œuvre du grand architecte italien Renzo Piano, et qui fera dans les 160 mètres de hauteur. On aura aussi la tour triangle faite par deux grands architectes suisses, Herzog et Demeurant, à la porte de Versailles, qui fera dans les 180 mètres. Et puis on aura c'est à la périphérie, en tout cas. On aura sur le 13e arrondissement un immeuble donc bureau et hôtel fait par Jean Nouvel, qui s'appelle la Tour du Haut, qui va aussi avoisiner les 150 mètres. Alors vous parliez
solidarité, hein, oui. À un moment donné, vous avez employé ce terme, donc ça m'amène à la question suivante. Justement, c'est aussi une de vos priorités, la solidarité, le vivre ensemble, hein, l'égalité, les difficultés que peuvent rencontrer les plus jeunes, les sans-emploi ou les difficultés d'accès à l'emploi. Alors sur ces domaines-là qui rejoignent le logement, qui sont des questions sociales, quelles sont vos propositions, Anne Hidalgo? Et est-ce que justement tous ces nouveaux quartiers qui vont voir le jour, on pense évidemment au front de Seine, au quartier des Olympiades, qui pour l'instant manque un peu de vie, d'âme. Il va falloir du temps pour que Paris imprègne aussi ces nouveaux quartiers. Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, ces quartiers dont vous parlez, qui manquent d'âme, c'est qu'ils ont été construits sur dalles. Ça, c'était une option des années 70. Aujourd'hui, on ne construit plus comme ça. La ville, elle marche quand il y a des immeubles qui sont en pleine terre, avec des rues, avec des commerces au pied des immeubles, avec des alignements d'arbres, avec une vie. Et donc, c'est comme ça aujourd'hui qu'on construit, et plus du tout en mettant, je dirais, un niveau de circulation piétonne et en dessous les voitures. Et ça marche beaucoup mieux. Mais la solidarité, c'est quelque chose de très important. Moi, je dis souvent, dans le projet que je porte, il y a cette double idée. Paris est une ville puissante. C'est une capitale économique, une capitale politique, une capitale culturelle. C'est une ville-monde. Elle est puissante, elle doit le rester. On doit continuer à attirer les meilleurs. Mais elle a aussi, dans cette puissance qu'elle a, un devoir, le devoir de solidarité et de bienveillance. Et en même temps, quand je regarde les autres grandes villes dans le monde, je me dis, on est très particulier, très singulier à Paris. C'est que la solidarité, c'est aussi un atout dans cette ville puissante que nous sommes. C'est pas simplement on redistribue des richesses parce qu'on est riche et qu'on peut avoir une politique de solidarité. Non, c'est que notre identité à travers le monde et notre spécificité de ville-monde, c'est qu'on est aussi très engagé dans la solidarité. Aujourd'hui, le budget de la ville de Paris en matière de solidarité, il est de plus de 2 milliards d'euros. C'est une dépense qui permet de vivre ensemble. Si on laisse chacun vivre selon ses moyens, la rencontre n'est pas possible. C'est forcément l'affrontement. C'est forcément des problèmes de sécurité, des problèmes de mal vivre. Donc, je considère que pour vivre ensemble, et on a besoin de mettre des moyens pour cette vie ensemble, surtout dans une ville de 2 300 000 habitants, où on vient de toutes les régions de France, de tous les continents de la planète, où se pratiquent toutes les religions et les non-religions. Et donc, on est tous très, très, très différents. C'est très cosmopolite. Il y a des âges très différents aussi. Et donc, pour arriver à vivre ensemble dans une ville où il y a beaucoup de promiscuité, il faut non seulement qu'il y ait une volonté politique de créer les conditions pour qu'on puisse bien vivre ensemble, mais y mettre les moyens. Mais qu'est-ce qui les rapproche, tous ces habitants, justement? Qu'est-ce qui les lie? Moi, vous savez, d'abord, j'aime cette ville passionnément. Parce que vous-même, Anne Hidalgo, je suis née en Espagne. Vous êtes une représentante de ce cosmopolitisme. Oui, je suis née en Espagne, j'ai la double nationalité. Et quand je suis arrivée à Paris, il y a 30 ans maintenant, je me suis dit, voilà, c'est là que je plante mes racines, c'est chez moi. Et ça ne m'a pas empêché de cultiver aussi une fierté de mes origines. Mais je pense que ce qui rassemble beaucoup, beaucoup les Parisiens, moi, ça me frappe quand je discute avec eux, c'est la fierté de leur ville, quoi. Ils sont pas là par hasard. C'est rare qu'ils soient là par hasard. Ils sont là souvent parce qu'ils ont choisi d'être là et parce que cette ville représente pour eux beaucoup plus même qu'une belle ville regardée partout dans le monde. Elle est regardée partout dans le monde comme la plus belle ville au monde, et c'est vrai. Mais en même temps, elle est une ville de valeurs. On sait qu'il y a une histoire qui est importante dans cette ville, qui fait que les gens sont venus souvent de tous les continents, justement, pour chercher d'autres influences sur le plan artistique, sur le plan philosophique. Ils sont venus à Paris souvent pour essayer d'avoir une vie meilleure pour un certain nombre de personnes qui sont venues pour des raisons économiques. Donc c'est une ville des possibles, Paris, et je crois que ça réunit vraiment cet amour de cette ville, cette façon avec laquelle on a envie de s'y intégrer parce qu'elle est très particulière, cette ville. Ça unit les Parisiens. Je crois que les Parisiens sont vraiment unis par quelque chose qui doit flotter comme ça dans l'air ambiant, qui est lié aussi à cette histoire qui a motivé tellement de femmes et d'hommes pour venir ici.
Alors justement, Paris est une ville qui rayonne, vous l'avez dit, la ville des Lumières, comme on a coutume de l'appeler. Est-ce que on peut aller encore plus loin? Est-ce qu'aujourd'hui, Paris a besoin d'un supplément d'âme? Est-ce qu'elle rayonne encore suffisamment sur la scène internationale? Est-ce qu'elle reste toujours la ville de référence? Qu'est-ce que vous avez dans votre programme pour aider Paris à être encore plus au premier plan? Alors on pense évidemment au grand projet, à l'exposition universelle qui est proposée par certains, la candidature pour les Jeux Olympiques, mais au-delà, est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, bien sûr. D'abord, vous savez, il y a un peu plus de 10 ans, en 2001, l'élection municipale de 2001, souvent ce qu'on nous disait, c'est Paris est condamné à être une ville-musée. Le choix qu'on a fait avec Bertrand Delanoë, c'est de dire non, Paris reste aussi une très belle ville qu'on a envie de visiter. C'est la ville la plus visitée au monde, mais c'est une capitale économique. Et donc, on a beaucoup actionné ce levier de l'attractivité économique de Paris pour attirer des entreprises, attirer des chercheurs, tous les talents de la planète. On est aujourd'hui devant Londres en matière de création de start-up. Donc, dans cette nouvelle économie du numérique, c'est très important. Et aujourd'hui, on ne parle plus de Paris comme ville-musée. Ce sont les détracteurs de Paris qui en parlent comme ça et ceux qui ne connaissent pas cette ville. Aujourd'hui, on a vraiment retrouvé la place qui est la nôtre dans cette diplomatie des villes, parce qu'il y a une diplomatie des villes. Paris est très engagé dans à la fois une compétition internationale, des grandes villes monde avec Londres, New York et les grandes villes des pays émergents, mais on est aussi une grande ville monde qui attire, qui continue à attirer les créateurs et qui fait que on est vraiment bien positionné dans cette compétition internationale. Ensuite, il faut aller plus loin. Et moi, je pense que le grand défi qu'on a à relever, c'est celui du Grand Paris. Quand on regarde les autres grandes villes monde, elles sont à une échelle qui est l'échelle de notre Grand Paris à nous. Voilà, à une échelle de 7 millions d'habitants. Et donc, il faut qu'on arrive de façon intelligente à relever ce défi de la création du Grand Paris pour permettre justement à Paris d'être encore plus mieux positionné dans ce grand concert et compétition des villes-mondes. Alors justement, on va détailler un petit peu ce Grand Paris dont on parle depuis le début de cette émission, parce que là, ça concerne vraiment l'ensemble de nos auditeurs, non seulement les Parisiens, mais toute l'Île-de-France, puisque c'est un projet qui englobe la petite couronne, comme on l'appelle, et vous l'avez dit tout à l'heure, notamment Alfortville. Alors, ça concerne l'urbanisme, l'aménagement, les transports, la solidarité aussi, des budgets qui vont être mis en commun. Expliquez-nous un petit peu, Anne Hidalgo, c'est quoi le Grand Paris ? D'abord, c'est une instance avec des compétences et des moyens pour agir. Parce que moi, je me suis battue avec d'autres pour que ce soit pas simplement un lieu où on échange entre les maires d'une agglomération, parce que on a un destin commun. On a un destin commun sur cette agglomération parisienne. Et donc, cette instance du Grand Paris, ce Grand Paris métropolitain, va jouer un rôle d'abord en matière de logement, parce que il va falloir construire. Vous savez, dès qu'on sort de Paris, la densité est divisée par 2. Donc, il va bien falloir aller construire de façon intelligente, pas des bars et des tours et des immeubles de faible qualité, mais il va falloir construire des beaux quartiers autour de Paris, des quartiers mixtes avec du logement, avec des entreprises, avec des services publics, avec des espaces verts. Et donc, ça va être la compétence première du Grand Paris. Mais il y aura aussi la solidarité. Par exemple, on est confronté dans cette crise sans précédent à un afflux de personnes en grande précarité à la rue, des SDF. J'ai signé récemment avec 2 grandes associations, Emmaüs et l'association Aurore, un engagement pour que dans la future mandature, on mette tout en œuvre pour que dans les 48 premières heures où les personnes sont à la rue, il y ait des solutions d'hébergement qui leur soient proposées. À l'évidence, ça ne peut pas se gérer uniquement à l'échelle d'une ville, ça doit se gérer à l'échelle métropolitaine. Et Paris met vraiment des moyens. On a 60% d'hébergement d'urgence qui est dans Paris intramuros. Donc la solidarité, l'attractivité, le développement économique sont des compétences qu'on va trouver dans ce Grand Paris. Comment on va faire ? Là, nous avons 2 ans, jusqu'à janvier 2016, pour préfigurer, c'est-à-dire organiser cette instance de gouvernance
qui aura un président ou une présidente, qui aura un exécutif qui pourra agir. Et donc, nous avons 2 ans, avec le préfet de région, avec tous les autres partenaires, les autres collectivités, pour travailler sur l'organisation de cette instance pour qu'elle soit efficace rapidement. Parce que la crise du logement, c'est pas en 2018 ou 2020 qu'il va falloir commencer à la résoudre. Mais Anne Hidalgo, quand on présente comme ça une structure à venir avec autant de secteurs d'activité, avec une telle organisation, une hiérarchie, et tout de suite on a peur. On se dit, ça va être lourd. Comment on va faire pour que ce soit fluide? Parce que vous parliez d'urgence, l'hébergement. Quand on appelle aujourd'hui le 115, pour le citer, on a beaucoup de mal à avoir une réponse. Donc, on parle de secteurs où l'urgence prime, et en face, on est en train de mettre une structure en place qui semble lourde. Comment on peut rassurer les auditeurs en leur disant non, c'est pas parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs et que ça va s'étendre sur un grand territoire que ça va être lourd. D'abord, les maires gardent une compétence, et ça, moi, j'ai beaucoup tenu parce que le maire est quand même l'élu de proximité qui rassure, vers lequel vont les habitants, et il est hors de question de déconsidérer le maire. Mais il faut qu'on ait des leviers pour agir ensemble. Et notamment sur la question du logement. Aujourd'hui, il y a des communes bâtisseuses, Paris en est une, d'autres qui considèrent que il faut surtout pas ouvrir son foncier il faut qu'on discute, il faut qu'on avance, il faut qu'on trouve des solutions. Et ça, les maires sont quand même des gens pragmatiques. Moi, je travaille très bien avec des maires de droite, de gauche depuis longtemps. Sur Paris, je prends le maire de Sceaux, Philippe Laurent, le Patrick Ollier, qui sera sûrement un des futurs présidents de Paris Métropole, une des structures. On travaille très bien ensemble. On est capable de dépasser aussi un certain nombre de clivages politiques pour assurer le développement et la création des services nécessaires. Parce que tout le monde est concerné, de toute façon. Tout le monde est concerné. Après, il faut justement que dans cette préfiguration, et moi, si je suis maire de Paris, je jouerai bien sûr le rôle qui revient au maire de Paris, qui est quand même un rôle important. Il faut qu'il y ait, dans cette préfiguration, des services qui commencent à être appréhendés sur l'échelle métropolitaine. Par exemple, vous parliez du SAMU social. Le SAMU social doit passer, avant même que l'instance métropolitaine ne soit mise en place, à une échelle métropolitaine. On a besoin d'un SAMU social métropolitain pour pouvoir suivre les personnes, accompagner les personnes. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est en cours avec les associations, avec la ville de Paris qui a aussi joué son rôle sur cette évolution. Et avec le nouveau patron du SAMU social, Éric Pliez, je pense qu'on va pouvoir avancer assez vite, en tous les cas de façon extrêmement coordonnée, avec ce qui est en train de se faire sur le plan institutionnel, sur le plan de l'institution politique du Grand Paris. Donc en fait, le Grand Paris, lorsqu'il sera officiel, j'ai envie de dire, il aura été précédé de plusieurs déjà aménagements, rencontres, discussions, accords conclus et des concrétisations, notamment qui seront déjà en route et qui permettront d'agir vite, parce que il y a cette urgence. Alors, on va parler d'un sujet qui fâche, les transports, parce que c'est un sujet qui concerne principalement, j'ai envie de dire, les Franciliens plus que les Parisiens intramuros. Alors, les grands travaux menés par les Bertrand Delanoë ces dernières années ont apporté une réelle modification au visage de Paris, qui est resté en même temps le même. Et maintenant que les travaux sont terminés, force est de constater que c'est plus fluide. Mais pendant des années, ça a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de chantiers qui étaient en cours, etc. Mais malgré tout, ça reste quand même difficile pour la majorité des gens qui habitent la Petite Couronne ou beaucoup plus loin, en banlieue, de se rendre à Paris pour travailler. Alors, sur ce point-là, quelle amélioration peut être apportée? Est-ce qu'il y a moyen de creuser de nouvelles lignes de RER, d'augmenter le trafic, de moderniser? Qu'est-ce qu'on peut proposer? D'abord, priorité aux transports en commun. Pour les rendre plus confortables, plus nombreux, et donc bien sûr qu'il faut poursuivre, par exemple le tramway, qui fait le tour des Maréchaux, qui c'est vrai a été impactant en termes de circulation.
notamment sur la partie est de l'agglomération. Ce tramway, il sert quand même à plus de 50% des habitants qui sont des habitants non parisiens, enfin de la petite couronne. Donc moi, je souhaite le prolonger pour donner cette capacité, cette mobilité supplémentaire. Il y a par exemple la prolongation de la ligne 10 vers Ivry, qui est très importante pour nous avec l'émergence de ce nouveau quartier et qui est un élément structurant de cette métropole sur l'est de Paris. Il y a, dans le cadre du Grand Paris Express, qui est le sujet Grand Paris version transport, déjà des aménagements qui sont prévus pour des transports de banlieue à banlieue, parce que c'est ça qui manque souvent pour un certain nombre d'habitants de cette agglomération. C'est de déplacer de banlieue à banlieue. Voilà, la rocade qui permet sur le sud et l'est, en remontant jusqu'à la Seine-Saint-Denis, de mieux transporter en transport en commun de banlieue à banlieue, et idem sur la version nord-ouest de l'agglomération. Ça, c'est en chantier. Les prolongements de ligne 14 pour désaturer la ligne 13 et monter jusqu'à Saint-Ouen, puis ensuite Roissy et pareil vers Orly, tout ça c'est en chantier. Donc il y a déjà un certain nombre de mesures qui sont lancées, et Paris, en tant que ville, est un des principaux financeurs de ces travaux-là, puisque dans le syndicat des transports d'Île-de-France, qui régit l'ensemble des transports, Paris apporte 30% des subventions. Donc ça veut dire que vous avez votre mot à dire dans les décisions de la RATP, des transporteurs de l'Île-de-France. Exactement, notre mot à dire, mais que nous avons toujours voulu, y compris lorsque les financements ne concernent pas les aménagements de Paris intramuros, être solidaire. Vous savez, on a financé en partie le tramway des Hauts-de-Seine qui débouche aujourd'hui sur la porte de Versailles, parce que c'était important pour nous d'apporter aussi ce soutien financier à des projets banlieue à banlieue. Ensuite, je pense qu'il faut d'autres formes de mobilité. Autolib, qu'on a immédiatement souhaité sur une échelle métropolitaine, puisqu'on a un syndicat intercommunal, enfin un syndicat mixte, qui permet à plus de 50 communes aujourd'hui d'être engagées dans Autolib. Ça aussi, c'est une offre de transport, de mobilité, qui, je crois, est très importante pour les Franciliens. Et puis, moi, j'ai proposé à Paris, parce que je n'ignore pas qu'il y a des personnes qui ont besoin de leur véhicule personnel, qu'on fasse une priorité aux véhicules électriques. Véhicules électriques, y compris personnels. Ce que j'ai proposé dans mon programme, c'est que les véhicules électriques puissent avoir la possibilité de rouler dans les voies protégées, les voies prioritaires, et que sur Paris, ils puissent recharger gratuitement la nuit les batteries sur les bornes que la ville a installées et va continuer à installer. Donc je pense que là aussi, c'est un sujet de dimension Grand Paris. Il faut vraiment qu'on s'y mette tous. Vous voyez, Autolib, on n'aurait pas réussi si ça s'était limité à Paris. La réussite d'Autolib, et quand je discute avec certains maires de banlieue, ils me disent, pour nous, l'enjeu, c'était d'arriver à passer de 2 véhicules par ménage à 1 véhicule personnel. Pour nous, à Paris, l'enjeu, c'est de passer de 1 véhicule à 0 véhicule. Mais en même temps, c'est en ayant une échelle assez large qu'on arrive à faire justement à rendre un service qui est un service réel et très très bien utilisé. Mais bien souvent la question qu'on se pose, c'est on ne fait pas disparaître la voiture en mettant en place ce système de Autolib. Non, mais vous savez, quand vous avez un système de voitures en autopartage, en fait, vous avez à terme, on aura 3000 véhicules qui vont circuler dans ce système d'autopartage. Ça remplace 15 000 véhicules parce que on le prend au moment où on en a besoin. Et en plus, on le gare, donc on ne cherche pas sa place. En plus, le système, je vais vraiment faire la promo d'Autolib parce que c'est absolument génial, ou par téléphone ou sur application numérique.
vous réservez votre voiture au départ et vous réservez la place de stationnement à l'arrivée. Et vous avez toujours quelqu'un au bout du fil parce que c'est un service vraiment qui a été mis en place qui est absolument remarquable. C'est Bolloré qui a gagné le marché Autolib et qui invente d'ailleurs d'autres développements qui sont très intéressants. Donc ça réduit de fait le nombre de voitures. Je veux aussi travailler beaucoup, et ça peut intéresser les habitants de l'Île-de-France, sur la gestion des parkings. Aujourd'hui, à Paris, on a en parking souterrain suffisamment de parkings entre les parkings publics et les parkings privés pour pouvoir permettre le stationnement des véhicules. Mais ça ne se fait pas parce que d'abord, il n'y a pas une offre mutualisée de places de parking. Moi, je souhaite qu'elle soit disponible en temps réel et qu'on puisse réserver sa place de parking en temps réel. Mais ça peut être aussi un particulier qui a un parking chez lui qui va le mettre dans cette bourse, je dirais, mutualisée de location. Ça suppose aussi un deuxième élément, c'est qu'on travaille sur les tarifs des parkings. C'est clair que si garer sa voiture en sous-sol, ça revient beaucoup plus cher que de se prendre une amende en surface. Voilà, l'humain est ainsi fait que il va préférer prendre l'amende. Donc il faut qu'on arrive sur des tarifs et des tarifications qui soient forfaitaires, qui permettent par exemple à une personne qui travaille 2 jours à Paris de venir et réserver 2 jours de parking souterrain, ce qui permettra de ne pas avoir les embouteillages créés par les véhicules qui cherchent leur place en surface et de fluidifier un peu mieux la circulation en surface. Alors, merci pour ces éclaircissements sur votre programme Osez Paris, Anne Hidalgo, concernant donc la politique que vous espérez mener si vous êtes élu concernant la capitale. Nous allons maintenant passer au volet plus arménien de cette émission et voir avec vous quelles sont les actions qui pourraient être menées pour accompagner non seulement l'année 2015, mais aussi la diffusion de l'histoire arménienne dans la mémoire collective. De grandes choses ont déjà été réalisées par le maire sortant, Bertrand Delanoë, et en vous inscrivant dans la continuité de son action, vous avez déjà reçu le soutien d'une partie de la communauté arménienne, et notamment celui de la FRA Tachnak Soutioun. Son président est en ligne avec nous. Mourad Papazian, bonjour. Bonjour. Alors, quel message souhaitez-vous adresser ce matin à Anne Hidalgo ? Un message de soutien d'abord. Bonjour. Merci, Anne. bonjour, je suis très fier de faire partie de ton comité de soutien. Merci à toi. Les auditeurs me connaissent bien. Nous sommes vraiment exigeants dans nos soutiens et assez sélectifs. Et si nous avons pris le parti de te soutenir, c'est que nous savons que nous faisons le bon choix. Merci. Nous faisons le bon choix parce que c'est, d'abord le choix de la continuité à la mairie de Paris, avec Bertrand Delanoë qui a fait beaucoup, qui s'est beaucoup investi, et tu as été dans son sillage toujours présent. Et deuxièmement, parce que nous avons une relation assez longue et assez fidèle entre toi et la communauté arménienne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réitéré notre engagement. Merci infiniment. Merci. Merci Mourad Papazian pour cette intervention, et donc nous reprenons le cours de cette émission, et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent se joindre à nous en appelant le 01 43 53 20 74 et intervenir donc pour poser leurs questions. Alors pour faire le lien, j'ai envie de dire, entre la première partie de cette émission et la deuxième partie où maintenant Martin Caprielli, on va vous interroger, je voudrais revenir sur la question de la solidarité et des plus démunis, des plus défavorisés, et revenir sur la question des sans-papiers, et notamment des enfants qui peuvent être expulsés avec leurs parents sans-papiers. Et je voudrais revenir sur le cas de Khachikian que vous aviez soutenu, qui a été expulsé, donc qui est un lycéen qui avait atteint sa majorité, dont la famille avait été déboutée du droit d'asile, et qui a été arrêté pour une affaire de contrôle dans un magasin, et qui, tout en étant scolarisé, donc lycéen en études professionnelles, a été expulsé et arrivé en Arménie. Il a été incorporé pour faire son service militaire. Vous vous êtes mobilisé, Anne Hidalgo, pour Khachig. Oui. D'une façon générale, et en particulier pour Khachig, quelle est votre position justement sur ces expulsions ? D'abord, si vous permettez, je reviens un tout petit peu en arrière sur le soutien
qui m'est apporté, je veux dire que oui, je m'inscris dans une fidélité par rapport à ce qui a été fait avec la communauté arménienne, ses représentants à Paris, parce que la communauté arménienne à Paris, c'est effectivement une communauté qui a payé de son sang, qui est une communauté qui est extrêmement présente dans la vie culturelle, dans la vie économique, dans la vie associative. J'ai plaisir à aller au centre culturel arménien du 9e arrondissement et on a plein de projets d'ailleurs, des projets très concrets avec Pauline Véron qui, je l'espère, succédera aussi à Jacques Bravo dans le 9e arrondissement. Nous avons des projets pour, et je reviens sur l'école, notamment permettre, pourquoi pas, dans le cadre de cette réforme des rythmes éducatifs sur ces temps libérés, d'avoir aussi des programmes éducatifs proposés aux enfants du 9e arrondissement et au-delà, mais c'est vrai qu'il y a une communauté arménienne importante dans le 9e, pour aller plus loin sur la connaissance de la culture, de la langue, de l'histoire arménienne, qui est très importante parce qu'elle a aussi fait l'histoire de Paris. Sur la question des enfants scolarisés, des jeunes, la difficulté qu'on a eue, c'est que il s'agissait d'un jeune majeur. Et que là, il y avait des règles qui sont plus contraignantes que lorsqu'il s'agit de jeunes scolarisés. On s'est battu, d'abord pour qu'il y ait des principes qui soient respectés, à savoir que il n'y ait pas d'interpellation pendant les sorties scolaires. Ça, c'était une autre histoire. Oui. Mais pour que effectivement la scolarité, le temps scolaire, les abords des écoles soient sanctuarisés et ne soient pas des lieux d'interpellation. Là, on était sur un autre sujet puisqu'il a été interpellé dans la rue suite à un vol commis supposé dans un magasin. Nous nous sommes mobilisés dès qu'on a su qu'il avait été arrêté. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Je pense que cette affaire aurait pu se régler tout simplement en écoutant les élus qui sont immédiatement intervenus. Je pense à Daniel Vaillant, je pense à Rémi Ferraud, moi-même, le maire de Paris. On est tous intervenus au moment où on a su que l'interpellation avait été faite et il fallait éviter qu'il ne soit expulsé parce que s'il avait commis une faute, il pouvait tout à fait la réparer et on pouvait accompagner le parcours d'intégration et le parcours scolaire de ce jeune. Mais le fait de se retrouver immédiatement embarqué et donc hors du sol du territoire français, ça a effectivement fait diminuer les moyens d'action que nous avons. Il y a eu des interventions auprès de l'ambassade d'Arménie et malheureusement, c'est une affaire aujourd'hui sur laquelle nous n'avons plus de moyens d'action véritables. Mais si on comprend effectivement que force doit rester du côté de la loi et que si il y a une loi, il faut bien l'appliquer, il y a eu quand même une forme de violence dans cette affaire Khatchik parce que une expulsion immédiate, soudaine, alors qu'elle était accompagnée d'une très forte mobilisation, quel rôle peut avoir le maire d'une capitale ou d'une grande ville sur le préfet, puisque c'est le préfet qui décide en définitive? Oui, d'abord, dans cette affaire-là, vraiment, dès qu'on a été alerté, puisque les élus que nous sommes, les élus de gauche, qui nous étions beaucoup mobilisés il y a quelques années avec le réseau Éducation sans frontières, pour justement empêcher des expulsions d'enfants et de jeunes mineurs, nous faisons partie de réseaux qui sont immédiatement alertés dès qu'il y a une interpellation. Donc nous avons agi tout de suite et malheureusement, on n'a pas été entendu. Le rôle du maire de Paris, c'est de porter cette voix d'une ville, bien sûr, où le droit existe. C'est un état de droit, il faut respecter la loi et personne ne peut passer à côté du respect de la loi. Mais c'est une ville dans laquelle, parce que c'est aussi une forme de porte d'entrée de beaucoup de migrants du monde entier. Paris, on a eu les Afghans, on a eu tous les jeunes venant des printemps arabes, notamment des jeunes Tunisiens. Bref, chaque fois qu'il y a un conflit quelque part sur la planète, c'est vers les villes-mondes. C'est d'ailleurs
la logique aussi des villes-mondes, d'être les villes vers lesquelles vont ces afflux de réfugiés. Donc, le maire d'une ville comme Paris, en tout cas c'est comme ça que je le conçois et c'est comme ça que Bertrand Delanoë a procédé, a un rôle très fort. Il doit parler aussi des valeurs et des droits de l'homme, parce que nous sommes une ville qui s'est fondée sur ces valeurs-là. Et il est hors de question pour moi, si je suis maire demain, de laisser ces valeurs de côté. Donc, la parole doit porter. Parfois, elle a été efficace. Je vous assure que on a souvent réussi à empêcher des expulsions de cette nature-là, c'est-à-dire très rapides, qui ne permettaient pas de faire valoir les droits à la défense. On a souvent été entendu et efficace. Là, malheureusement, pour des raisons liées sans doute aussi à un fonctionnement de l'administration préfectorale, les choses sont allées beaucoup trop vite pour qu'on ne puisse empêcher cette expulsion. Alors Villemond, ville qui a accueilli, vous l'avez dit récemment, des réfugiés venus de Tunisie, d'Afghanistan et en son temps des rescapés du génocide. Donc le Paris des Arméniens, c'est un Paris qui remonte à longtemps. Donc vous l'avez dit, Paris s'inscrit dans une continuité. Vous-même, si vous êtes élu demain, vous reprendrez aussi le flambeau brandi par Bertrand Delanoë, qui a instauré de grandes choses. Alors, Martin Kaprielian, sur les questions spécifiquement arméniennes, on a aussi des auditeurs qui vont intervenir dans ce volet d'émission. Donc, première question. Alors justement, Anne Hidalgo, le 24 avril à Paris, à la mairie de Paris, c'est quand même quelque chose de phénoménal pour les Arméniens, parce que c'est rare de voir une grande ville, Paris quand même, qui célèbre, qui commémore chaque 24 avril. C'est une tradition aujourd'hui instaurée par Bertrand Delanoë. Est-ce que vous comptez poursuivre ces commémorations chaque 24 avril à l'Hôtel de Ville de Paris? Bien sûr. D'abord, c'est un très beau moment. C'est un très beau moment. C'est un moment solennel, mais aussi un moment très fraternel. J'ai eu l'occasion, bien sûr, d'être aux côtés de Bertrand Delanoë toutes ces années dans cette commémoration, dans ce moment important. Donc, bien sûr que je le poursuivrai. Je crois que c'est aujourd'hui vraiment quelque chose qui scelle à la fois ses liens à l'histoire, le rapport de la communauté arménienne, des descendants d'Arménie à Paris, et c'est aussi une façon de rappeler ce que sont les valeurs de notre ville. J'y reviens souvent, mais c'est ça qui nous unit. Vous parliez tout à l'heure de qu'est-ce qui fait le ciment entre des gens aussi différents. C'est que ils se reconnaissent aussi dans le fait que ils ont des origines différentes, que chacune de ces origines, et en l'occurrence les Arméniens, ont contribué, par exemple, à la libération de Paris. Le fait de célébrer la semaine dernière, le 21 février, d'aller dans le 20e arrondissement déposer des gerbes devant la plaque concernant l'affiche rouge et Missak Manouchian et ses compagnons. Le fait d'avoir reconnu aussi dans le 14e arrondissement et érigé une plaque pour Olga Bansik, qui n'était pas arménienne, mais qui était dans le groupe Manouchian. Bref, c'est une reconnaissance aussi de cette histoire, de cette participation des Arméniens à la libération de Paris, qui est dans l'histoire récente, dans notre histoire récente, un élément fondamental. Le fait que notre ville ait pu être libérée, bien sûr, par une armée de libération, par des alliés, mais qu'il y ait eu une insurrection du peuple parisien, et que dans l'insurrection de ce peuple parisien et dans les réseaux de résistance, les Arméniens, mais aussi les Italiens, les Espagnols, etc., aient joué un rôle fondamental. C'est une histoire très très belle, douloureuse, parce qu'elle a vraiment fait que beaucoup de gens ont perdu la vie. Mais c'est quand même une histoire très belle. Ça se passe à Paris, c'est notre ville, on est dépositaire de ça. Et c'est un héritage majeur dans lequel les Arméniens jouent un rôle fondamental. Donc voilà, tout cela, cette histoire, ça c'est notre histoire commune. Le fait que les Arméniens se soient impliqués comme ils se sont impliqués dans la libération de la France et dans la libération de Paris,
c'est que eux-mêmes ont été les victimes d'un génocide qui a permis l'autre génocide qui a été dramatique de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est sans doute parce qu'il y a eu ce premier génocide en Arménie que ensuite l'idée de la Shoah a dû naître aussi dans l'esprit de ceux qui l'ont conduite. Alors concrètement, sur ces Arméniens qui ont contribué à libérer Paris et la France, enfin, quel hommage Paris compte leur rendre ? D'abord, l'hommage que nous leur rendons chaque année en allant sur les lieux, qui sont les lieux importants de cette mémoire. On a aussi fait un petit document sur, par exemple, l'affiche rouge qui relate cette histoire. On a, par exemple, le film de Robert Guédiguian, L'armée du crime, a été aussi tourné en partie à l'hôtel de ville, donc on a aidé aussi à la place qui est la nôtre dans ce tournage, et le talent de Robert Guédiguian est absolument impressionnant. C'est un film magnifique, donc on aide par ce biais-là. Le rôle de la mairie de Paris, c'est aussi dans l'histoire, dans les commémorations, de faire en sorte qu'il y ait une transmission, c'est-à-dire que ce soit pas simplement les associations ou les historiens, mais les citoyens tout entiers, et que cette mémoire soit aussi portée par la jeunesse, connue par la jeunesse. Et puis, il y a cette initiative sur la panthéonisation de Missak Manouchian, que je soutiens. Je crois que nous serons beaucoup d'élus parisiens à la soutenir. Ça prend du temps de faire un travail pour porter à la panthéonisation. Nous avons parlé au cours de notre émission la semaine dernière avec le député Germain. Voilà, qui est mon époux. Il vaut mieux être clair avec. Mais je pense que c'est très important, effectivement, sur ces éléments très symboliques d'être fort et. Justement, Anne Hidalgo, au-delà des aspects commémoratifs, il est très important de parler avec les hommes politiques, les femmes politiques, du sens du centenaire du génocide arménien, pour aller au-delà de ces participations, de ces présences qui sont très chaleureuses et très importantes pour la communauté arménienne. Mais 100 ans après, quand vous voyez en face de vous, et vous êtes forcément en contact avec des représentants de la communauté turque en France, ou avec des représentants de l'État turc aussi, avec les représentants d'Istanbul ou d'Ankara, quel sens a pour vous le fait que 100 ans après, le génocide ne soit toujours pas reconnu et que le combat contre cette loi que mènent les Turcs et certains Français et que nous menons pour avoir sauver notre dignité en quelque sorte et sauver aussi la mémoire des victimes, quand on voit tout le travail qui se fait en face pour mettre des barrières face à cette loi, quelle est votre position ? Moi, je voudrais chercher le sens pour vous de toutes ces démarches. La loi sur le négationnisme. Bien sûr. D'abord, on ne peut pas accepter le négationnisme. On ne peut pas accepter de nier l'histoire. Cette histoire est là, elle est réelle, elle a produit un génocide, le premier génocide du XXe siècle, et il n'est pas possible de se construire, de se projeter en niant l'histoire. Donc, la lutte contre le négationnisme, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Aucun peuple ne peut se construire en niant son histoire. C'est ce dialogue qu'on a lorsque je rencontre les autorités turques, lorsque je rencontre le maire d'Istanbul ou d'autres. C'est aussi ce message-là que je porte. Il ne s'agit pas de faire offense à qui que ce soit. Il s'agit de reconnaître ce qui s'est passé. Parce que sans la reconnaissance de ce qui s'est passé, en mettant les mots et les mots justes sur les faits, c'était un génocide. Si on ne met pas les mots justes, eh bien l'histoire peut se reproduire. Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et donc il faut porter, et moi je la porte avec vous, cette bagarre pour la reconnaissance et la condamnation. La reconnaissance du génocide, mais la condamnation de la négation du génocide est aussi importante que la condamnation du génocide, la reconnaissance du génocide. Donc, je porte cela avec vous parce que vraiment, j'ai conscience que on est dans une société avec les nouveaux moyens d'information, tout ça est formidable, mais en même temps, on est dans une société qui va vers l'amnésie. Une information chassant l'autre, c'est l'information la plus récente qui prime sur toutes les autres. Or,
nous, les humains, nous fonctionnons quand même aussi sur des temps longs. Nos cerveaux fonctionnent sur des temps longs et nos histoires sont des histoires sur des temps longs. Et si nous voulons pouvoir construire l'avenir en ayant conscience des horreurs du passé, des drames et des horreurs, et du fait que c'est toute l'humanité qui est impactée. Quand il y a un génocide et qu'on ne le reconnaît pas, ça continue à être une blessure et un danger pour l'humanité tout entière. Donc, c'est ça le sens que moi je donne au combat qui est celui des Arméniens, mais que nous portons, parce que c'est un combat qui est pas simplement celui des Arméniens, c'est un combat de l'humanité pour faire reconnaître que les humains ont été capables de ça. Et si on ne le dit pas, si on ne le dénonce pas, et si on admet que certains puissent le nier, ça veut dire que on pourra revenir sur des faits et des drames de cette nature-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'engager, en tous les cas que je suis engagée à vos côtés. Bon, ça me vaut de temps en temps des courriers, de l'ambassade ou d'autres, pas contents des positions qui sont les miennes, mais je continuerai à prendre ces positions. Alors, avant de vous redonner la parole, Vartan, avec d'autres questions, nous allons prendre les appels de nos auditeurs. Allô ? Bonjour. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. M'entendez-vous ? On vous entend, mais vous devriez éteindre votre radio pour éviter que le son... Entendu, j'arrête. Alors, je vous remercie pour tout votre propos développé de façon très intéressante. Toutefois, me permettez-vous un retour en arrière parce que entre-temps, vous avez évoqué de façon toujours très intéressante votre propos suite à la question posée par Vartan Caprigilian. Oui. Alors, dans la suite du président François Hollande la semaine dernière, vous avez été présente pour célébrer les héros du groupe Manouchian que vous avez longuement évoqué et nous vous en remercions. Me permettez-vous de vous demander si à l'occasion de la journée de la résistance en mai prochain, vous pourriez vous engager à naturellement célébrer la mémoire du groupe Manouchian. Et je vous remercie de votre réponse. Merci pour votre appel, pour votre question. Alors Anne Hidalgo, à l'occasion de la journée de la résistance, oui, bien sûr. Rappelez le groupe Manouchian de ne pas se contenter du 21 février. Bien sûr, je le ferai. Je pense qu'il va y avoir un autre rendez-vous très très important. Ça va être la commémoration de la libération de Paris le 25 août prochain. Et là aussi, si je suis maire, c'est bien évidemment le lieu et l'occasion. Le lieu et l'occasion de le dire et de le redire. Moi, je trouve, quand on regarde cette histoire, quand on regarde la vie de ces femmes et de ces hommes, et ils l'ont payé durement. D'abord, on se dit qu'il y avait un courage extraordinaire, un courage immense, et en même temps un dépassement de soi. Et ce dépassement de soi à Paris, pour les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de cette ville, les valeurs de la République, pour la liberté, pour les valeurs universelles. Ça mérite qu'on continue à en parler longtemps. Et à rappeler pourquoi ce dépassement de soi, parce que quand on a tout perdu dans un génocide, ces hommes et ces femmes avaient effectivement tout perdu, sauf la rage de libérer le pays qui les accueillait. Donc c'est important de faire œuvre de pédagogie. Et ils étaient allés combattre aussi en Espagne avant. Ça, je n'oublie pas non plus. Alors, un autre appel d'auditeur. Bonjour. C'est à vous. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour. Madame Hidalgo, bonjour. Je suis un de vos plus grands soutiens et fervents admirateurs. Merci. J'espère que quand vous serez élu maire de Paris, vous allez débaptiser la rue d'Ankara à Paris dans le 16e et la rebaptiser rue du génocide arménien. Alors, ma question est la suivante, Madame la future maire. Puisque vous avez tout à l'heure parlé de devoir de solidarité et de bienveillance. Je suis français, madame. J'aimerais que la France, aujourd'hui, garde encore cette image de phare du monde et de pays des libertés, que l'on conserve jalousement. Je voudrais, madame Hidalgo, puisque vous avez parlé aussi de logement, vous supplier momentanément et provisoirement de bien vouloir secourir un nouvel étudiant arménien qui va être expulsé dans 90 jours. Il s'appelle Aykaz Manouchian.
Sa sœur Greta va être aussi expulsée de France. Ils ont tous reçu l'OQTF et leur maman est officiellement mise à la rue en plein hiver, à 60 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Cela se passe, madame, aujourd'hui, ici et maintenant, sur le territoire. On peut peut-être préciser où ça se passe. Nous vous demandons votre soutien, madame. Nous vous supplions de soutenir cette femme qui va être obligée d'accoucher à la rue. Alors, on peut peut-être préciser où ça se passe pour que Anne Hidalgo sache si c'est dans son domaine de géographique de compétences. Ce n'est pas dans son domaine, mais elle peut intervenir auprès de monsieur Valls et du préfet Berthier dans l'Oise. Je vais regarder ça, bien sûr, et ce que j'ai dit avant reste valable, y compris pour ce cas. Donc, je vais regarder ça et bien sûr apporter mon soutien. Merci pour votre appel. Merci à vous. Merci d'alerter sur ce cas qui a déjà été porté à la connaissance de nos auditeurs, donc cette famille en instance d'expulsion. Nous avons un autre auditeur. Allô? C'est à moi? C'est à vous. Oui. Bienvenue sur l'antenne. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous et j'espère que je suis monsieur Yacoubian et je ne suis pas très loin de chez vous, à la mairie de Paris. J'espère que vous allez prendre la même ligne que monsieur Delanoë. C'est peut-être méchant ce que je dis là, mais monsieur Delanoë nous a tellement fait du bien en respectant notre mémoire. N'oublions pas que c'est grâce à lui que nous avons une statue de Komitas et que nous avons le jardin de Yerevan. Et ça nous fait chaud au cœur. Je continuerai, vous pouvez vraiment compter sur moi. Et vous battre pour nous parce que nous n'avons pas beaucoup d'amis. Non, je serai avec vous. Je vais pas redire ce que j'ai dit avant, mais vraiment, je serai avec vous. Ces sujets sont extrêmement importants et d'ailleurs, vous savez, on travaille beaucoup avec le maire d'Yerevan, qui est aussi membre de l'Association internationale des maires francophones. J'ai eu l'occasion de le voir, de le rencontrer à plusieurs reprises. Et si je suis maire, j'espère pouvoir aller lui rendre visite et poursuivre cette coopération aussi avec lui. Merci pour votre appel. J'espère que vous allez être maire et j'espère que vous allez prendre la continuité et être avec vraiment la vérité, parce que le peuple arménien a besoin de gens qui soient du côté de la vérité. Je ne demande pas du favoritisme, nous ne sommes pas parfaits, mais cette vérité depuis 100 ans qu'on attend, elle est encore là à attendre. Tout à fait. C'est très dur pour nous. Moi, je n'ai pas subi, mais mes parents me l'ont raconté. Merci. Je serai à vos côtés. Merci pour votre appel. Merci pour votre appel. Vous entendez l'émotion qui se dégage de la voix de cet auditeur et effectivement les marques de sympathie, d'attention et d'engagement et de soutien 100 ans après restent suffisamment rares pour qu'elles émeuvent au plus haut point. Bien sûr. C'est juste pour mesurer l'impact que peuvent avoir les prises de position. Les Arméniens, 100 ans après, ne sont toujours pas habitués à ce que leur histoire puisse devenir une histoire collective et qu'on se l'approprie avec force. C'est notre histoire. Encore un appel d'auditeur. C'est à vous. Allô? Oui, c'est à vous. Bienvenue. Bien. Bonjour Madame Hidalgo. Je suis Armand Tchitchekian, natif de la rue de Belleville. J'ai passé toute mon enfance à Belleville où il y avait une grande communauté arménienne que j'ai connue. Et je suis aussi un ami de François Dagneau que j'ai félicité. C'est très bien. Le maire du 19e. Qui nous a beaucoup aidés. Ouais. Voilà. Et puis, je l'ai félicité de passer maire puisqu'il est devenu maire. Il m'a téléphoné il y a 2 jours. Et je voudrais vous témoigner aussi mon admiration. Et que j'espère que vous passerez, que vous serez maire du 19e. Merci à vous, merci. Été à nos côtés. Merci, c'est très. D'abord, c'est très touchant ce que vous dites. Je ne fais pas de. Je suis sûr que vous nous aiderez, comme vous l'avez toujours fait. J'étais avec vous à Olga Banchik, j'ai été avec vous à Manouchian. Vous êtes toujours présents. Et je vous en remercie. Merci pour votre appel et votre témoignage. Belleville est vraiment un quartier justement à l'image de Paris, c'est-à-dire cet endroit, ce creuset par lequel sont venus des gens du monde entier se mêler à la République, et c'est un quartier magnifique de Paris aussi.
Alors, on poursuit, Martin Caprellion, sur le concret, j'ai envie de dire. Anne Hidalgo vous posait la question. On parlait tout à l'heure de négationnisme, de ce combat. Et puis, on a vu pendant nos manifestations devant le Sénat qu'il y avait d'autres manifestations de Turcs extrémistes venus avec leur slogan négationniste sur le sol parisien. Et en masse, venus de toute l'Europe. Est-ce que c'est quelque chose pour nous insupportable? Est-ce que la ville de Paris peut intervenir pour que nous ne voyions plus ce genre d'expression négationniste dans la rue? Oui, en attente d'une loi, j'ai envie d'ajouter. D'abord, en parlant, je pense que la parole du maire de Paris est quelque chose d'important et fort. Quand le maire de Paris s'exprime sur ces sujets-là, c'est au nom de tous les Parisiens qu'il s'exprime, et la parole est importante. Les mots sont importants. Ensuite, c'est vrai que le maire de Paris n'a pas de pouvoir de police. C'est avec la préfecture de police, avec Manuel Valls, avec le ministre de l'Intérieur qu'il faut agir pour éviter ces mouvements-là. Moi, je suis toujours très choquée quand j'entends ces propos négationnistes sur le génocide arménien, parce que je le disais tout à l'heure, on peut pas se construire si on nie ce qui s'est passé. C'est pas possible. Et Paris est justement cette ville dans laquelle c'est douloureux, il faut l'accepter. Il y a des mouvements progressistes turcs qui, eux, sont engagés pour la reconnaissance du génocide en Turquie. Il y a des intellectuels, il y a des artistes qui essayent d'œuvrer dans ce sens-là aussi en Turquie. Et donc, il faut que tout le monde s'y mette. Vous savez, sur un autre sujet et sur un autre génocide, je suis membre en tant qu'élue parisienne du mémorial de la Shoah. Et il a fallu beaucoup travailler sur la pédagogie, sur la transmission de cette histoire aux jeunes. Il a fallu travailler avec les enseignants aussi pour que cette histoire soit racontée comme elle s'est déroulée. Et puis, il y a eu, à un moment donné, une initiative très intéressante d'un programme dit le programme Aladdin, qui a été un programme porté par des femmes et des hommes sur les textes faisant comprendre que la Shoah a existé, notamment dans le monde arabe. La première démarche a été la traduction, par exemple, du journal d'Anne Frank dans les langues du monde arabe, et avec là aussi des écrivains, des intellectuels qui ont porté cela. Je pense que c'est une démarche qui n'est pas inintéressante, qui peut tout à fait se transposer aussi en termes de méthode pour convaincre et surtout empêcher que, y compris une littérature faisant référence, parlant du génocide arménien, ne soit empêchée dans les pays, dans la zone qui refusent cette histoire-là. Donc, il y a à travailler ensemble. Là, le maire de Paris peut aussi jouer un rôle important. Moi, je fais partie du conseil d'administration de ce projet Aladdin, qui a été soutenu aussi par l'UNESCO et par beaucoup d'ambassadeurs. Donc, voilà, travaillons aussi. Mais concrètement, il a été question, par exemple, de ce centre de la mémoire et de la civilisation. Nous, c'est vrai que les Arméniens sont très patients, mais on attend. Voilà. On attend que les choses se concrétisent. On attend que la loi soit là. On attend que le centre de la mémoire et de la civilisation voit le jour. On attend plein de choses. Et qu'en dites-vous sur, je ne vais pas vous parler de délai, mais d'engagement concret. Bien sûr. Ces engagements, je les ai pris. D'abord sur la loi. Il y a, je crois, un travail que fait le président de la République et qui, je l'espère, apportera. Le Conseil constitutionnel avait sanctionné, donc il y a un travail juridique et politique à faire sur le centre parisien qui trouverait sa place à Paris. Nous avons d'ores et déjà un lieu possible, donc sur lequel je suis en train de travailler. Avec la communauté arménienne dans le 7e arrondissement, avenue de Ségur. Donc c'est un des lieux qui est pour nous aujourd'hui privilégié pour pouvoir y faire ce centre. J'ai pris cet engagement dans mon projet, dans mon programme, et donc je le tiendrai. Vous savez, je suis une femme d'engagement et de parole,
Et vraiment, c'est très important, effectivement, qu'on puisse avoir un lieu où l'histoire, la mémoire, mais aussi la culture, mais aussi la connaissance de l'Arménie aujourd'hui, des liens entre la diaspora arménienne et l'Arménie et Paris, le rôle que peut jouer Paris, doit pouvoir trouver sa place dans ce lieu. Alors, qui participe à ce projet? Qui finance ce projet? Alors, il y aura des financements multiples dans le tour de table. La ville prendra sa part, mais bien sûr, les associations et j'espère d'autres autorités nationales et associatives qui pourront également prendre leur part. L'avenue de Ségur, parce qu'il y a une opportunité. Pourquoi pas le 9e arrondissement? Parce qu'on disait tout à l'heure, le quartier des Arméniens, le Paris des Arméniens. Non, parce qu'il y a une opportunité foncière qui est extrêmement intéressante et qui pourrait permettre de créer ce lieu rapidement. Voilà, donc c'est plutôt ça. Après, dans le 9e arrondissement, il y a un lieu important qui demeurera ce lieu important. Et je pense que le 9e, notamment avec Pauline Véron, peut être un lieu où on travaille aussi avec les associations, je le disais tout à l'heure, sur la dimension culturelle, la compréhension, la connaissance de l'Arménie, de son histoire, de sa culture. On peut trouver, à partir du 9e arrondissement, on en a parlé avec Pauline Véron, et avec les écoles qui seront partantes pour y travailler, un endroit pour faire vivre cette mémoire de façon très très concrète avec les enfants de Paris. Alors nous avons un appel d'auditeur. Non, on me fait signe en régie que l'auditeur a raccroché finalement. Bien. Alors pour revenir à cette question de la pédagogie, de l'éducation, quelle part appartient à la ville, quelle part appartient au ministère de l'Éducation nationale? Comment ça se passe? Est-ce que la municipalité peut décider de diffuser des manuels spécifiques à l'intention des scolaires? Dans le cadre soit de programmes pédagogiques conçus avec les enseignants, ça arrive, on le fait, et sur des initiatives prises par les enseignants auxquelles la ville s'associe. Par exemple, ça peut être apporter les moyens d'un document. Vous voyez, les documents, le document qui a été fait sur la fiche rouge ou les documents qu'on fait chaque année en vidéo et en support écrit sur la libération de Paris sont des documents qui sont beaucoup réutilisés. Mais alors avant, comment donner envie aux enseignants? Ensuite, alors il y a ça, mais il y a aussi aujourd'hui, notamment sur la partie des temps qui sont des temps de rythmes éducatifs, cette partie-là, c'est une partie sur laquelle la ville peut, elle, avec des associations, avec des représentants de différents organismes ou de pays, proposer des démarches pédagogiques. Par exemple, le fait qu'on puisse, sur le temps libéré les après-midi, mardi après-midi et vendredi après-midi, dans toutes les écoles primaires, pouvoir construire à partir du 9e arrondissement un programme pédagogique qui puisse justement permettre aux enfants de découvrir la culture, la langue, l'histoire de l'Arménie, c'est quelque chose dans lequel on peut s'engager là sans recourir à l'éducation nationale. Et qui pourrait ensuite être un exemple pour d'autres arrondissements. Et vous savez, comme Paris est une ville très cosmopolite, c'est une proposition. Par exemple, dans le 13e arrondissement, on en a parlé sur la communauté chinoise. Il y a beaucoup de parents qui nous disent, mais nous, on a envie, habitant dans cet arrondissement, étant originaire ou pas d'ailleurs, mais mêlés à cette vie locale, de connaître et de comprendre. On a par exemple dans le 10e arrondissement de Paris une crèche franco-chinoise qui a donc portée par une association avec des personnels franco-chinois, avec des enfants qui sont pour certains issus de la communauté chinoise, pour d'autres des petits Parisiens du quartier. Et là aussi, il y a dans cette crèche, qui est vraiment très très intéressante, un travail pédagogique aussi qui se fait avec les enfants et qui est tout à fait remarquable. Donc on peut faire ça avec une communauté très structurée, très solide, très engagée comme la communauté arménienne, c'est tout à fait possible. Moi, je voudrais vous poser la question par rapport aux relations de la ville de Paris avec Yerevan et l'Arménie d'une manière générale. Vous l'avez évoqué, vous avez rencontré récemment le maire de Yerevan et Bertrand Delanoë a quand même organisé la grande réunion, la conférence de la francophonie des villes francophones à Yerevan, c'était il y a 2 ans.
Et justement, d'abord une question sur ces relations, mais pas au-delà de la symbolique. Oui, ça, c'est très important de préciser qu'on a besoin vraiment de monter de niveau dans ces relations, mais d'abord sur cette exposition qui a été promise par Bertrand Delanoë, en association et en coopération avec le musée du génocide arménien à Yerevan. Est-ce que c'est un projet en cours de préparation? Oui, c'est un projet en cours de préparation, et si je suis maire, bien sûr, je le reprends et je le porte. Ça, c'est très très important. Dans la coopération avec Yerevan, j'ai fait une proposition dans mon programme, puisque je participe avec Bertrand Delanoë depuis longtemps à toute cette diplomatie des villes, à tout ce travail avec les grandes villes. Je suis d'ailleurs vice-présidente de l'association qui réunit toutes les villes du monde, et j'ai proposé qu'on puisse avoir des programmes, par exemple pour les jeunes apprentis ou les jeunes en formation professionnelle, pas simplement les étudiants. Les étudiants ont Erasmus et c'est très bien, mais pouvoir accueillir au niveau de quelques grandes villes qui seraient engagées ensemble dans cette sorte d'Erasmus des villes, je l'ai appelé comme ça pour l'instant, d'accueillir des jeunes qui viendraient en formation à Paris et qui, lorsqu'ils viendraient à Paris, seraient bien sûr accueillis dans des formations, pourraient participer à des formations professionnelles ou en apprentissage. Et je pense qu'avec Yerevan, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant de rentrer dans ce type de partenariat, parce que il y a d'abord beaucoup de métiers, dans les métiers d'art, énormément de choses qui peuvent être partagées et qui peuvent servir aussi la France et l'Arménie, Paris et Yerevan. Et il y a aussi d'autres types de formations sur lesquelles on pourrait s'engager. Donc moi, j'ai envie, dans la coopération qu'on a aujourd'hui avec la capitale de l'Arménie, avoir des projets symboliques comme ceux liés à l'histoire et cette grande exposition que nous porterons, mais avoir aussi des projets très concrets qui engagent les jeunes. On peut avoir aussi des jumelages. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les écoles du 9e arrondissement qui pourraient être le point de départ d'un travail sur la culture arménienne, l'histoire, etc. Il peut y avoir des échanges, ça peut être au niveau du collège. On peut avoir, puisque moi je souhaite que les collégiens à Paris puissent être jumelés avec d'autres collèges partout en Europe ou dans le monde. On peut imaginer là aussi des jumelages qui permettent à des enfants de connaître, de comprendre, de se déplacer de part et d'autre. Donc voilà aussi comment je souhaiterais engager cette coopération. Et enfin, il y a un troisième volet dans cette coopération. Il y a la culture, la mémoire, il y a l'éducation, il y a aussi l'économie. Moi, je pense que le travail qui se fait aujourd'hui avec des entreprises françaises, des entreprises arméniennes, le fait qu'on ait des incubateurs à Paris pour aider des startups à se créer, c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi à disposition d'une coopération avec l'Arménie pour permettre aussi à des jeunes entrepreneurs de venir voir ce qui se passe là dans cette économie numérique qui est en train de, qui est mondialisée, qui est l'économie de demain. Et dans laquelle les Arméniens excellent d'ailleurs. Et dans laquelle ils excellent. Donc là aussi, je souhaite que dans ces aspects plus concrets de la coopération que l'on peut conduire ensemble, on intègre ces nouveaux éléments pour la suite. Donc vous voyez, il y a un menu assez chargé et je pense qu'on est assez nombreux et motivés pour pouvoir le nourrir de plein de propositions très concrètes qui vont avoir des conséquences beaucoup plus larges que ces projets dont on peut parler aujourd'hui. Un grand merci, Anne Hidalgo, d'avoir passé ce moment avec nous sur IPFM. Je rappelle que vous êtes donc candidate à la mairie de Paris pour la majorité, le Parti socialiste, et à vos côtés, en face de vous, vos adversaires seront Nathalie Kosciusko-Morizet pour l'UMP, l'UDI et le MoDem, également Christophe Nachtowski pour Europe Écologie Les Verts, Charles Becbédé, d'Hiver Droite, Daniel Simonet, Parti de gauche, et Valéran de Saint-Just, Front National. Donc tous les candidats qui sont aujourd'hui en lice pour la mairie de Paris, on a envie de dire que la meilleure gagne, puisque quoi qu'il arrive, comme on l'a dit, une femme sera élue maire de Paris. Alors on vous souhaite
bon vent, Anne Hidalgo. Merci. Encore merci d'avoir bien voulu vous prêter à ce jeu des questions sur l'antenne de l'EPFM dans notre émission Carte sur table. Merci Vartan. Merci à vous. Merci à nos auditeurs de leur fidélité. Au revoir. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.